Romain Gary, l'homme aux 1000 vies. Nuit noire, quelque part au-dessus de la Manche, en 1944, un bombardier français, moteur tribord en feu, tremble sous les explosions de la DCA allemande. À l'intérieur du cockpit, le lieutenant Romain Gary serre les dents. Son pilote vient d'être blessé par un éclat et hurle qu'il ne voit plus rien. L'avion pique dangereusement. Le jeune aviateur sent son cœur cogner, mais il refuse de céder à la panique. À travers le hublot criblé d'impact, il distingue à peine la côte anglaise quelque part dans l'obscurité. Pas question d'abandonner. Guidé par la seule force de sa volonté, il rétablit tant bien que mal le cap et parle d'une voix posée à son pilote affolé. Les minutes suivantes semblent une éternité, mais Gary parvient à stabiliser l'appareil mutilé, à larguer sa bombe sur la cible, puis à ramener l'oiseau de métal et son équipage sain et sauf sur le sol britannique. L'atterrissage est brutal, sur le ventre, dans une gerbe d'étincelles. L'exploit fera la une des journaux le lendemain. Première partie, l'enfance d'un fils prodige. Pour comprendre comment Romain Gary est arrivé à une telle nuit héroïque, il faut revenir bien en arrière. Roman Katzer, de son vrai nom, naît en 1914 dans l'Empire russe, au cœur d'une Europe qui bascule dans la Première Guerre mondiale. Son premier souvenir, ce sont peut-être les privations. Bébé fragile, il souffre de malnutrition pendant que le monde s'entredéchire. Son père, un commerçant juif lituanien, abandonne la famille alors que Roman est tout petit. Mais il lui reste Mina, sa mère bien-aimée. Mina Owczynska est une femme au caractère trempé, une ancienne actrice d'origine polonaise qui voue à son fils un amour féroce. Dès son plus jeune âge, elle lui prédit un destin hors du commun. Et pour réaliser ce grand destin, Mina est prête à tous les sacrifices. Dans les années 1920, Mina et son fils quittent la Pologne et partent chercher une vie meilleure en France. Ils arrivent à Nice en 1928. Roman n'a que 14 ans. Ils sont seuls, sans argent ou presque, dans ce pays nouveau dont ils parlent à peine la langue. Mina, la cinquantaine approchante, redouble d'ingéniosité pour subvenir aux besoins du foyer. Elle coud des chapeaux, fabrique des sacs à main qu'elle vend aux élégantes de la Riviera, se fait passer pour une aristocrate russe pour mieux appâter la clientèle. Son énergie est sans limite. Son but, faire de son fils un grand homme, coûte que coûte. Sous la férule aimante de Mina, Roman devient un adolescent studieux. À force de ténacité, il parvient à maîtriser la langue française, bien qu'il garde toujours un léger accent russe qui lui vaudra quelques moqueries. Il écrit ses premières histoires dès 15 ans, envoyant des nouvelles à des revues. 2 d'entre elles seront publiées, sans grand éclat. Qu'à cela ne tienne, il sera écrivain et diplomate, comme maman le veut. Après le lycée, Roman étudie le droit à Paris pour préparer la carrière diplomatique rêvée par Mina. En parallèle, il continue d'écrire, inlassablement, le matin à l'aube et le soir tard après les cours. Ses premiers manuscrits de romans sont refusés par les éditeurs, mais il n'abandonne pas. Sa mère a foi en lui. Il s'efforce d'avoir foi en lui-même. Deuxième partie, l'aviateur de la France libre. En 1938, Roman Katsev sort diplômé en droit, à 24 ans. L'Europe, elle, glisse vers un nouveau conflit mondial. L'année suivante, la Seconde Guerre mondiale éclate. Comme des milliers de jeunes Français, Romain est appelé sous les drapeaux. Il intègre l'armée de l'air comme élève officier pilote. Pour ne pas inquiéter sa mère, il lui écrit des lettres minimisant le danger. Il prétend n'être que observateur au sol, alors qu'en réalité, il apprend à piloter des avions de reconnaissance. 1940, le chaos s'abat sur la France.
L'armée française est balayée par la Blitzkrieg nazie en quelques semaines. Romain assiste, impuissant et révolté, à la capitulation de juin 1940. Jamais il n'acceptera la défaite. Inspiré par l'appel à la résistance du général de Gaulle, le jeune homme décide de continuer le combat. Il tente de s'envoler vers Londres, échoue, recommence et finit par rejoindre l'Afrique du Nord où se rassemblent les premiers aviateurs de la France libre. Avant de partir, il traverse la France en déroute pour dire adieu à Mina une dernière fois. Sa mère, malade, restera à Nice sous l'occupation. Les mois passent et l'aviation française libre multiplie les sorties. Romain, lui, accumule les faits d'armes. Une mission surtout va forger sa légende. Ce fameux vol de janvier 1944 où, son pilote temporairement aveuglé par un tir ennemi, il a pris lui-même les commandes en plein ciel hostile. Grâce à son action héroïque, le bombardier a pu accomplir sa mission et rentrer à la base sans perte. L'histoire, rendue publique par un reportage de la BBC, fait de Romain Gary une figure de proue de la France libre. En 1944, la guerre tourne à l'avantage des Alliés. Romain, basé en Angleterre, participe au bombardement préparant le débarquement de Normandie. Il vole sans relâche malgré le danger. Chaque mission réussie est une victoire personnelle. Il venge un peu des siens. Il sait que ses oncles, ses cousins restés en Europe de l'Est, ont probablement été déportés par les nazis. Cette pensée le hante et alimente sa détermination à combattre le fascisme jusqu'au bout. À force de bravoure, Romain termine la guerre avec le grade de capitaine. Il a effectué plus de 25 missions de bombardement sur l'ennemi. La France libérée le couvre de décorations. Mais la victoire a un goût amer. Sitôt Paris libéré, Romain fonce à Nice pour retrouver sa mère bien-aimée. Il apprend avec douleur que Mina est décédée pendant la guerre, emportée par la maladie en 1941. Elle n'aura pas vu le triomphe de son fils. Effondré, Romain réalise qu'il est seul désormais, privé de celle qui a guidé chaque pas de sa vie. Il se réfugie alors dans l'écriture pour tenir la promesse qu'il lui a faite. Troisième partie, l'écrivain étoile et le diplomate de l'ombre. Démobilisé, Romain Cassel choisit d'honorer la France, autant par la plume que par l'épée. Il publie en 1945 son premier roman, Éducation européenne, inspiré par la résistance en Europe de l'Est. Le livre est un succès immédiat. La critique salue une nouvelle voie de la littérature française, sensible et puissante. Le public est ému par cette histoire de partisans confrontés à la barbarie nazie, où percent l'humour et l'humanisme même au cœur de l'horreur. Sartre lui-même encense ce jeune auteur encore inconnu. À 31 ans, Romain se découvre soudain célèbre. Cette soudaine notoriété, il la doit aussi à un changement d'identité. En hommage à sa mère et pour tourner la page des années de guerre, Roman Katsev décide d'adopter un nom de plume, Romain Gary. Ce nom, dit-on, vient du mot russe gorit, qui signifie brûle, comme une flamme qui jamais ne s'éteindra. Romain Gary est né, le personnage public peut se façonner. Étonnamment, malgré le succès littéraire, écrire n'est pas encore le métier principal de Romain. Comme sa mère l'avait rêvé, il embrasse aussi une carrière de diplomate. Héros de guerre et polyglotte, il a tout pour représenter la France victorieuse. Dès 1945, il entre au service extérieur du Quai d'Orsay. Il sera successivement en poste en Bulgarie, à Paris, en Suisse, puis à New York comme secrétaire de la délégation française à l'ONU. Les années 1950 le mènent à Los Angeles, où il est nommé consul général de France en 1956. Gary découvre avec fascination la capitale du cinéma, ses vedettes, ses excès. Le diplomate devient mondain.
Il apprend à jouer de son charme dans les réceptions hollywoodiennes. Cette même année 1956, son roman Les Racines du ciel, une épopée visionnaire sur la protection des éléphants en Afrique, remporte le prix Goncourt, la plus haute distinction des lettres françaises. Romain Gary est au sommet de la gloire littéraire. Il a conquis la France et bientôt le monde entier le traduira. Pourtant, derrière cette réussite éclatante, Gary reste un homme tourmenté. Fatigué d'être seulement lui-même, dira-t-il plus tard. Depuis la mort de sa mère, il porte une mélancolie tenace. Quatrième partie. L'amour, la folie, l'attaché du sexe. 1959, soirée mondaine à Los Angeles. Romain Gary, 45 ans, fait la connaissance d'une jeune actrice américaine de 21 ans, à la beauté renversante, Jeanne Seberg. Elle est l'étoile montante du cinéma, révélée par À bout de souffle de Godard. Lui tombe instantanément sous le charme de cette blonde aux yeux clairs, libre et insaisissable. Jeanne, flattée par l'attention de ce héros de guerre devenu écrivain célèbre, cède à ses avances. C'est le coup de foudre, malgré les 24 ans qui les séparent. Romain n'a jamais aimé si fort. Il l'appelle « ma princesse aux yeux d'orage ». Pour elle, il est prêt à tout. Ils se marient en secret en 1963, après la naissance de leur fils, Diego. Gary goûte enfin aux joies de la paternité, même s'il restera un père distant, souvent absorbé par son travail d'écriture. Mais Jeanne, esprit libre, n'est pas femme à se laisser renfermer. Elle multiplie les liaisons, parfois avec les hommes les plus inattendus. Romain encaisse les infidélités, pardonne tout, par peur de la perdre. Jusqu'au jour où la situation dépasse les bornes. En 1968, sur un tournage, Jeanne entame une aventure avec la star montante, Clint Eastwood. Romain Gary, fou de jalousie, prend le premier avion pour les États-Unis. Dans une scène digne d'un western, il débarque sur le plateau et provoque Eastwood en duel au revolver. Le célèbre cow-boy de Hollywood, stupéfait, préfère battre en retraite plutôt que de se battre pour de vrai. Le couple se déchire et finit par divorcer en 1970. Gary revient vivre à Paris, le cœur en miettes. Jeanne Seberg, de son côté, sombre peu à peu dans la dépression, mêlée aux excès de drogue et d'alcool. En août 1979, le corps de Jeanne Seberg est retrouvé sans vie dans sa voiture à Paris. Elle s'est suicidée à 40 ans, au bout du désespoir. Quand Romain apprend la mort de Jeanne, le monde s'écroule une seconde fois dans sa vie. Il avait perdu sa mère, maintenant c'est son grand amour qui disparaît. Il reste seul avec son fils Diego et un vide immense. Épilogue. Le mystificateur génial et la dernière page. Avant que le rideau ne tombe, Romain Gary va réaliser l'ultime coup de théâtre de son existence. Depuis les années 1970, il s'amusait à jouer avec son identité. Insatisfait de sa renommée d'écrivain un peu installé, Gary rêvait de retrouver l'adrénaline de ses débuts. À partir de 1974, il crée un pseudonyme derrière lequel il publie des romans différents de son style habituel. Sous le nom d'Émile Ajar, il sort coup sur coup plusieurs livres qui intriguent les critiques par leur ton frais, insolent, novateur. Personne ne soupçonne un instant qu'Ajar et Gary ne font qu'un, sauf peut-être quelques proches. Pour entretenir la supercherie, Romain va jusqu'à recruter son petit cousin Paul pour incarner physiquement Émile Ajar face aux médias. Le stratagème est audacieux, presque fou, mais il fonctionne à merveille. En 1975, le roman La vie devant soi, signé Émile Ajar, remporte le prix Goncourt. C'est un choc dans le milieu littéraire. Ce jeune auteur inconnu de pseudonyme coiffe au poteau les grands écrivains confirmés.
Romain Gary, lui, savoure son triomphe secret. Il est désormais double lauréat du Goncourt, exploit officiellement impossible puisque le règlement interdit de couronner 2 fois le même écrivain. Du haut de sa supercherie, Gary défie l'establishment littéraire et s'amuse comme jamais. Il a réussi à devenir un autre homme, à recommencer une carrière à zéro, comme il en caressait le rêve. Pendant quelques années, la mystification tient bon. Gary observe en coulisses la presse célébrer ce génie d'Ajar et même chercher désespérément qui il est. Certains journalistes mènent l'enquête jusqu'au fin fond de la campagne pour retrouver cet insaisissable Émile Ajar, en réalité Paul Pavlovitch, qui joue son rôle à la perfection. Romain, jubilant, garde le silence. Ce n'est qu'après sa mort que la vérité éclatera au grand jour, par une confession écrite qu'il a laissée à publier post-mortem. Le 2 décembre 1980, dans son appartement parisien, Romain Gary met en scène son dernier acte. Après un déjeuner avec un ami éditeur où rien ne paraît anormal, il rentre seul chez lui. Il rédige calmement une lettre datée symboliquement du jour J. Puis il s'allonge sur son lit, vêtu de son peignoir rouge, place sous sa tête une serviette rouge, mise en scène macabre pour ne pas salir le lit, et il se tire une balle en pleine bouche avec son revolver. Le coup de feu claque, et avec lui s'achève la vie de Romain Gary. Ainsi disparaît Romain Gary, en orchestrant sa sortie avec panache, maître de son destin jusqu'à la dernière seconde. La France rend hommage à cet homme d'exception lors de funérailles nationales aux Invalides, où l'on joue une marche russe en souvenir de ses origines. Ses cendres sont dispersées en Méditerranée, au large de Nice, non loin de l'endroit où Mina lui avait promis la mer et les étoiles. J'aimerais aussi prendre 20 secondes pour vous parler d'un autre grand auteur. Benjamin Menneviel est un auteur de romans de la nouvelle génération. Son style à la fois brutal, musical et incroyablement poétique fait l'objet de critiques élogieuses. Je vous invite à découvrir ses 2 premiers romans, appelés L'Arche des Cevennes